Bonjour et bienvenue dans Plus Clair, les médias sous toutes leurs facettes. Vous ne raterez rien, vous verrez tout de l'actu télé, radio, presse, web en France et à l'étranger. Au sommaire aujourd'hui, les toutes dernières nouvelles des médias. Pour commencer, deuxième chance pour une surprise, peut en cacher une autre. Sur France 2, la nouvelle formule a débarqué lundi. Alors, est-ce que ça marche mieux? Sur TF1, on nous annonce Britney Spears et Beyoncé à la Starac. Et pendant ce temps, l'émission fait des petits sur Direct 8. Ce sont les enfants qui poussent la chansonnette. Images, décryptage, c'est dans Telenovela. Vous retrouverez bien sûr le zapping de la semaine et nos critiques TV cette semaine sur le grill. Le feuilleton qui fait de l'ombre au JT, Plus belle la vie, c'est tous les soirs sur France 3. Notre tour du monde avec Christophe Beaugrand, avec cette semaine un Silvio Berlusconi sous le feu des critiques et même Carla Bruni Sarkozy s'y met. Et puis une émission trash qui fait du bruit aux Pays-Bas quand les people vivent dans la peau d'un RMiste pour voir ce que ça fait. Évidemment, il y a débat, c'est dans Mediaplanète. Sans oublier notre cahier de tendance et bien sûr nos invités. Laurent Delahousse, il est l'une des stars de l'info sur France 2. Les JT, les magazines, tout ce qu'il touche, ça marche. Comment en est-il arrivé là et jusqu'où ira-t-il? Et puis la ministre de la Culture et de la Communication, Christine Albanel, nous rejoindra. La réforme de l'audiovisuel public a beaucoup d'opposants à l'Assemblée. Les salariés de France Télévisions se préparent à la grève. Bref, elle a beaucoup d'incendies à éteindre. La ministre répondra à nos questions. Mais d'abord, il se passe quoi dans la France des médias? Y a-t-il un espoir pour l'Access de France 2? Alexia Laroche-Joubert tente une nouvelle version de Une surprise peut en cacher une autre. La Starac mise sur Britney Spears pour faire remonter l'audience et fait des petits sur Direct 8. Les candidats sont des enfants. Bonne idée ou pas? Le magazine People Closer voulait faire interdire la diffusion du reportage filmé en caméra cachée dans sa rédaction. Raté. Les explications, c'est dans Telenovela, préparé par Raphaël Baillot, François Saltiel, Christelle Ploquin et Christian Desplaces. Les dernières nouvelles des médias, c'est dans Telenovela. Avec pour commencer, la grande info de la semaine. C'est la venue prochaine de Britney Spears à la Starac. Et il était tout fier de l'annoncer, Nikos. Le 28 novembre, la Star Academy accueille pour la première fois Britney Spears. Ça faisait longtemps qu'ils essayaient de l'inviter, alors on a eu envie de savoir ce qui s'était dit pendant les négociations entre Endemol, le producteur de la Starac, et le staff de Britney. On répète 50 fois la même chose. Comment elle va rentrer? Comment sont les loges? Est-ce qu'il y a de la sécurité? Est-ce qu'il y aura une sécurité renforcée? À quel moment elle parle? Ouh là là, c'est compliqué pour décrocher une invitation prestigieuse. Mais au fait, qu'est-ce qui est prévu pour ce fameux Prime? Les élèves chantent, un medley de ses titres, le rideau s'ouvre, Britney Spears rentre. Voilà, ça c'est dans mes rêves. Ok pour les rêves, Nathalie, mais qu'est-ce qui est vraiment sûr alors? Donc elle chante son titre Womanizer avec des danseurs, avec de la pyrotechnie, avec, on n'a pas compris tout de suite ce que c'était, on essaye de déchiffrer avec le management, avec un bowling humain, je ne sais pas ce que c'est. Ah bah non, c'est pas non plus. À noter tout de même que le 12 décembre, c'est Beyoncé qui débarque, sans doute pour un bowling avec Nikos. Quant aux audiences, bah on verra bien. La guerre médiatique de la semaine, c'est celle qui fait rage entre les deux nouveaux quotidiens sportifs. D'un côté, le 10 Sport qui joue la polémique, et de l'autre, Aujourd'hui Sport, plutôt tabloïd anglais, avec surtout du foot et des filles dénudées. Et quand on parle de guerre, on exagère à peine. Pour Michel Moulin, le patron de 10 Sport, son concurrent, Aujourd'hui Sport, a été créé dans un seul et unique but. Si Aujourd'hui Sport est sorti le même jour, avec le même prix, c'est pour me tuer. D'ailleurs, ils offrent un t-shirt à tous leurs nouveaux journalistes avec T10. Tuer le 10, tuer le 10. Déjà, je n'aime pas ce terme-là. Nous ne sommes pas dans une guerre. Pourtant, à la rédaction du journal Aujourd'hui Sport, le concurrent de T10, tous les rédacteurs possèdent bien un t-shirt à l'insigne guerrier Commando T10. Mais pour le directeur général d'Aujourd'hui Sport, ce nom de code ne signifie pas du tout tuer le 10. Nous avons eu un projet qui s'est appelé T9. Un projet de lancement de quotidien que nous avons mené l'année dernière. Donc celui-ci s'est appelé T10. Voilà. Sur le terrain, les chiffres seraient bien en dessous des objectifs. 30 000 exemplaires pour le 10 Sport et 25 000 pour Aujourd'hui Sport. Un bide, pas pour tout le monde. Le groupe Amaury qui édite Aujourd'hui Sport et l'équipe réussit son coup en protégeant sa position de leader. À première vue, ça ne saute pas aux yeux. Et pourtant, Nathalie Vincent, Marie Fugain et Sébastien Coé ont un point commun. Mercredi soir, 18h05, pic d'audience pour Nathalie Vincent, Marie Fugain, leur émission Une surprise peut en cacher une autre. 6,3% de part de marché. Et oui, c'est pas beaucoup, mais c'est déjà beaucoup plus que les autres soirs. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver.
Parce que lundi, pour son grand retour, après 2 semaines de mise à l'écart pour cause de remise à plat de la formule, l'émission n'avait enregistré que 5,2% de part d'audience. Et jeudi, 5,4%. Le même soir sur TF1, c'était au tour de Coé de boire la tasse, le pichet, voire carrément le tonneau. Plus mauvaise audience de l'année, 18,1%. Les téléspectateurs ont préféré la programmation de M6 avec son incroyable Talents Around the World qui a rassemblé 26,9% de part de marché. L'actu juridique de la semaine, c'est celle de Laurence Piot, rédactrice en chef de Closer. Infiltrée par l'émission de France 2, 11 journalistes du magazine ont attaqué en référé pour faire interdire la diffusion de l'émission. Demande rejetée par la justice mercredi. Mais les journalistes peuvent continuer le combat au pénal. C'est des actions individuelles, donc chacun prendra sa décision fera ce qu'il a envie de faire, mais oui, moi j'irai au fond, oui, bien sûr. On espère qu'effectivement la justice reconnaisse que c'est pas normal d'aller dans un journal en caméra cachée. La demande d'interdiction de diffusion a aussi été refusée. France 2 programmera donc l'émission pour début décembre. Pourtant, on a bien cru qu'elle ne passerait pas, car en début de semaine, il y avait eu un autre rebondissement dévoilé dans l'édition spéciale sur Canal+. La cassette, la bande originale de l'émission, cette cassette a été volée. Heureusement, l'agence Capa qui produit l'émission possède une copie de l'émission à scandale. Elle devrait donc être diffusée le 3 décembre, enfin normalement. La nouveauté de la semaine, c'est l'École des stars, un télécrochet pour bambins diffusé en prime time sur Direct 8 et présenté par l'animatrice maison, Laurie Choleva. Le concept, un pot pourri des émissions de variété à succès. Des portraits façon Nouvelle Star. Bonjour, je suis Julien Doré. En ce moment, je me fais maquiller. Non, je rigole. Je suis Robin. Des retours en images sur les parents au parfum de l'école des fans. Et 2 amis, Xavier et Véronique. Et un jury chevronné à la sauce Starac. J'ai l'impression de me faire engueuler là. Ça m'a fait plaisir en tout cas. Mais ces ressemblances s'expliquent puisque c'est Endemol qui produit l'école des stars et la Starac. Il y a évidemment une filiation avec cette nouvelle manière de faire de la variété à la télévision, mais rien à voir, je dirais, en termes à la fois budgétaires et en termes conceptuels, avec les grandes références que sont la Nouvelle Star et la Starac. L'audience de la première, diffusée mardi dernier, était plutôt encourageante avec plus de 300 000 téléspectateurs. Mais Laurie a encore un petit peu de boulot pour être à la hauteur de Nikos. Je suis pas aussi douée que Nikos pour faire le show. Attendez, Nikos, il a commencé à chanter au moins à partir de la 3e saison de la Star Academy. Vous pouvez me laisser une petite marge quand même. Mais oui, ça va aller. Les stars de la semaine, c'était les héros de Plus belle la vie, invités chez France Télévisions pour l'avant-première d'un prime time prévu mardi prochain sur France 3. Près de 200 fans étaient au rendez-vous dans une ambiance survoltée. Plus belle la vie, c'est chaque soir plus de 6 millions de téléspectateurs. Alors France 3 espère frapper très fort avec ce prime time en attirant un nouveau public. Alors je ne sais pas si on peut être leader dans cet univers concurrentiel, mais en tout cas on souhaite, si possible, détrôner tous nos concurrents, oui. C'est le but lorsqu'on fait une fiction de ce type. Mais cette success story est loin de ne faire que des heureux, surtout chez TF1 qui voit l'audience de son JT s'effriter au profit, selon la chaîne, des héros de Marseille. Je suis obligé de renvoyer TF1 à ses propres faiblesses. Il faut avoir le sentiment d'être un petit peu le bouc émissaire d'une problématique qui ne nous concerne pas, qui concerne notre concurrent. Et écoutez les fans venus regarder ces épisodes inédits, personne n'a intérêt à toucher à Plus belle la vie. Je pourrais pas vivre sans. Magique, tout simplement. C'est une évasion. Moi j'en passe pour Nathan, alors si vous voulez bien le lui dire. Ok, on transmettra le message. Télénovela, c'est tout pour cette semaine et gardez les yeux ouverts. Cette semaine, il fait la une d'un magazine télé aux côtés de David Pujadas et Marie Drucker. Il est l'une des 3 stars de l'info à France 2. JT Magazine, la chaîne mise sur lui pour gagner sa bataille contre TF1. Laurent Delahousse est l'homme qui monte. La concurrence lui a fait de l'œil, mais pour l'instant, il reste sur France 2. Jusqu'où ira-t-il? Laurent Delahousse est l'invité de Plus Clair. Bonjour. Bonjour. Bonjour et merci d'être venu sur le plateau de Plus Clair. Vous êtes aujourd'hui l'une des figures de l'info sur France 2 et pourtant, on ne connaît pas bien votre parcours. Peu de gens se souviennent, par exemple, que vous avez débuté au service politique d'RTL. Regardez ce portrait, il est signé Laetitia Crepin. Depuis la rentrée, Laurent Delahousse s'est imposé comme un des piliers de l'information de France 2. En moyenne, 5 millions de Français regardent ces JT tous les week-ends. Et après le duplex de dimanche dernier avec Alain Delon,
On se dit même que Laurent Delahousse est devenu un peu l'ami des stars. Je me permets aujourd'hui de vous souhaiter un très bon anniversaire. Merci Laurent, c'est très aimable à vous, merci. En 1994, après des études de droit, c'est à RTL qu'il débute comme stagiaire au service politique. Olivier Mazerolle, alors directeur de la rédaction, se souvient d'un jeune homme particulièrement volontaire. Lui, il montrait, par son entre-gens, qu'il avait bien l'intention de ne pas rester le numéro X dans une rédaction. Hein. On n'était pas toujours très regardant sur l'exactitude de l'information qu'il donnait, mais ça c'était l'enthousiasme. Mais il promettait énormément et moi j'aurais vraiment voulu l'engager, sauf qu'à l'époque, la rédaction était déjà complète. Un an plus tard, l'enthousiaste Delahousse débarque à LCI pour la création de la chaîne. Marc Berdugo, qui produit aujourd'hui Un jour, un destin, se rappelle de la Dream Team de l'époque. Laurent, David Pujadas, Laurence Ferrari. Je pense que quelqu'un qui fait de l'antenne, même dans un petit journal, s'imagine un jour aux 20h. Et ils ont tous réussi. Si Laurent Delahousse est le dernier de la bande, c'est peut-être à cause de son côté déconne. Et oui, le gendre idéal cache bien son jeu. On va sortir des vannes tout le temps, en montage, un très bon camarade, vraiment plutôt ambianceur que personne studieuse, quoi. En 2000, le jeune journaliste est repéré par M6 qui cherche un présentateur pour une nouvelle émission. Marine Vogel a fait partie du jury du casting. Il était joli garçon et il était passionné. Il faisait déjà chavirer les cœurs à l'époque, malgré ses petites lunettes. Mais un joli garçon qui est gentil et qui est pro, qu'est-ce qu'on peut rêver de mieux ? Et le petit Laurent déboule le mardi avec le magazine De quel droit ? Regardez, c'était en 1999 avec un look un petit peu premier de la classe. Nous allons vous raconter ce qu'est le droit, c'est-à-dire la vie, des histoires étonnantes qui soulèveront de nombreuses questions auxquelles nous tenterons d'apporter des réponses. Pour Jérôme Bureau, le patron de l'info d'M6, Laurent Delahousse avait déjà un gros potentiel. C'est une future star, c'est ce qu'on dit, comme un jeune joueur de foot dont on se dit, oh là là, c'est le futur Zidane. La chaîne en fait alors son poulain et lui confie plusieurs émissions jusqu'à Secret d'actualité, un magazine sur les faits divers, précurseur de la tendance actuelle. Secret d'actualité. La première histoire que nous allons vous raconter ce soir est celle d'un Noël dramatique et sanglant qui va durer près de 3 jours. Mais Laurent Delahousse reste shooté à l'actu et dès 2001, il présente les spéciales infos. À un détail près, les lunettes qui ont disparu. Comment vivre une vie normale après les drames du 11 septembre et après les nouvelles menaces bactériologiques ? Du coup, ses anciens collègues de Secret d'actualité n'ont pas été surpris quand France 2 l'a débauché en 2006 pour être le joker de David Pujadas. On a trouvé ça assez logique par rapport à son parcours et je crois que c'était vraiment une envie qu'il avait. C'est pas du tout l'occasion qu'a fait le larron. Je pense qu'il avait cet objectif en lui depuis longtemps. Et voici son premier JT, c'était le 30 octobre 2006. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici les titres de l'actualité de ce lundi. À Marseille, la jeune passagère grièvement blessée dans l'incident criminel d'un bus est donc toujours ce soir dans un état critique. Je me suis dit, excusez-moi de la grossièreté, mais je me suis dit merde, ils ont eu une bonne idée, ils ont pris Delahousse, voilà, bien joué. Rien ne dit qu'on verra pas un jour Delahousse sur M6, ouais, ça c'est le monde de la télévision, le 20h ou autre chose. En mars 2007, Laurent Delahousse remplace définitivement Béatrice Schoenberg au JT du week-end. Aujourd'hui, il cumule en plus 3 émissions, dont Un jour, un destin, un concept qu'il a créé. Voilà pourtant un de ses derniers scoops, c'était Claude Chirac, d'habitude réfractaire à l'exercice. Les journalistes qui suivaient les déplacements entendaient Chirac. C'était une façon de mettre une distance. Pourquoi ce terme Chirac ? Je l'appelais Chirac, comme d'ailleurs après je l'appelais le président. Ouais. Bon, Laurent Delahousse est bosseur, sympathique, humble et bien élevé, ok ? Mais il a bien un défaut caché, non ? Alors il y a toujours ce petit problème de cheveux qui rebique derrière, qui était déjà sa signature à Secret d'actualité. Quand il est pas content de quelque chose, il lui arrive de contourner et de ne pas le dire. Alors, c'est une sorte de fêlé du PSG, c'est quand même un petit peu son point faible. Eh oui. Ils ont raison. Fait pas. Oui, il y a des choses, oui, mais plein de choses vraies. Oui, en tout cas sur le PSG, c'est vrai. Ouais. Sur le reste, les cheveux, oui, c'est un problème. Oui, c'est un vaste problème pour les présentateurs, ça, quand on a les cheveux longs. C'est Arlette Chabot, la patronne de l'info à France 2, qui avait été vous chercher justement à M6. Elle vous avait recruté en septembre 2006. Est-ce qu'un jour, une fois, elle vous a dit pourquoi elle vous avait choisi vous ? Arlette, elle vous dit clairement les choses quand ça va pas très bien, quand ça va bien, moins. C'est quelqu'un qui sait bien analyser les gens et elle m'a jamais dit explicitement pourquoi, mais j'espère que j'ai réussi à lui démontrer pourquoi. Et elle vous a engueulé une fois ou pas ?
Souvent. Souvent. Dernièrement, c'était pour avant l'été. Je voulais changer le décor du 20h. Je voulais, je trouvais que c'était un peu étouffant ce cérémonial. Et pour avoir des invités, comme j'aime avoir beaucoup d'invités, pour avoir des chroniqueurs, je pense que le plateau s'y prêtait pas. Et elle m'a regardé, elle m'a juste expliqué qu'il se passait des choses dans le service public en ce moment, que c'était peut-être pas la priorité de changer le décor du 20h, qui avait été changé que peu de temps auparavant. Voilà. Et là, parfois, on s'engueule, mais c'est constructif. Cet été, je ne savais pas si j'allais rester à France 2. C'est ce que vous avez confié au Point en septembre. Donc, il était question que vous partiez ailleurs. Non, c'est pas ça. C'est que à un moment donné, on se pose toujours des questions. D'une année sur l'autre, on a envie de faire bouger les lignes, de changer les choses. Et je pense que c'est pas sous la pression de dire je m'en vais ou je m'en vais pas. Je l'ai jamais fait comme ça. Dans les discussions que vous avez eues avec Arlette Chabot à ce moment-là, a-t-il été question qu'elle vous propose le 20h de David Pujadas? Non. Même pas pour janvier 2009? Non. Il vous a même pas dit, par exemple, faut que tu patientes, faut que tu attendes, et puis peut-être en janvier 2009? Mais parce que je ne lui ai tout simplement pas dit que je voulais faire le journal de la semaine. Je lui ai simplement... Elle aurait pu vous le proposer pour vous retenir. Mais c'est possible qu'elle aurait pu me proposer, que France 2 ait envie un jour que je fasse le journal de la semaine. C'est une possibilité, c'est quelque chose qui arrivera peut-être un jour. Mais c'était pas d'actualité à ce moment précis. À ce moment précis, c'était plus une discussion sur qu'est-ce qu'on va faire du journal, comment va-t-on faire pour le faire encore évoluer. Ça fait 2 ans que vous êtes arrivé au JT. Aujourd'hui, est-ce que vous vous sentez aussi légitime, crédible qu'un David Pujadas qui vient de fêter son 1000e JT? Alors voilà, vous venez de dire le chiffre 1000. Ouais. Il a fait 1000 journaux. Avant, il les a fait LCI. Ça fait 15 ans qu'il fait ce métier de présenter les journaux. Je ne crois pas que moi, j'aurais été déjà capable de le faire 15 ans. Donc c'est la preuve de la détermination et de la volonté qu'a David dans ce métier. Mais la légitimité, je crois que oui. Je crois que l'expérience, le temps a fait que. Après, chacun a sa méthodologie, sa façon de présenter, sa façon d'être. David doit être peut-être plus technicien que moi, et moi je suis plus instinctif. J'aime les rencontres et les interviews, et je vais peut-être chercher quelque chose que lui ne va pas chercher. C'est pour ça que vous êtes au week-end ? C'est peut-être en tout cas un endroit et un moment de la semaine où il se passe d'autres choses que dans la semaine, où on subit un peu plus peut-être l'information, et que le week-end on est un peu plus dans la découverte, dans l'ouverture, dans les rencontres. Vous avez voulu apporter beaucoup de nouveautés dans les journaux du week-end, et notamment ce fameux Coming Next. C'est le mini-sommaire qui est aux alentours de 20h18 en milieu de journal, et David Pujadas a repris l'idée en semaine. Est-ce qu'il vous a dit merci d'abord? Oui, mais il m'a dit merci, oui. Non mais ce qu'on disait au début, le week-end c'est un laboratoire. C'est vrai qu'on peut tenter et oser plus de choses. Que ce soit le rythme des sujets, le grand format, la chronique que sont-ils devenus, les 3 questions A, le Coming Next qui était qui à un moment donné, je l'ai entendu. Mais dans les interviews, vous vous rappelez que c'est votre idée, que c'est vous qui avez eu l'idée au départ. Parce qu'il y a un moment donné, il faut être sincère, il y a un moment donné où on entend, on voit et on lit beaucoup de choses, et qu'il y a un moment donné, moi j'aime pas, vous le savez, tellement... On entend quoi? On entend David Pujadas dire il y a beaucoup de nouveautés la semaine. On entend une sorte de globalisation. Il y a un moment donné, il faut expliquer les choses aussi, et c'est bien d'être timide, c'est bien d'être en retrait, c'est bien de laisser les choses passer, puis à un moment donné, il faut dire les choses. Et il y a un moment donné, il y a un temps où on dit les choses. Et dire ce qu'on fait, c'est aussi revendiquer le fait que on a bougé les lignes, changé les choses. Et je pense que c'était important de le dire. Et s'il faut le redire aujourd'hui, je le dirais. Il y a des choses qui ont changé, que j'ai lancées dans le journal, qu'on a lancées avec l'édition du week-end, qui ont été reprises dans la semaine, et réciproquement. Mais il y a un moment donné, c'est bien de le dire aussi. Il y a une compétition avec David Pujadas? Non, aucune. Enfin, avec David, ça fait longtemps qu'on se connaît. On a travaillé ensemble à LCI. Je le connais très bien. C'est obligatoire qu'à un moment donné, quand il y a 2 garçons qui présentent les journaux, la même case, la même chose, qu'il y ait obligatoirement une petite compétition. C'est naturel et c'est plutôt sain. On est différents, on a chacun notre ton, chacun notre façon d'aborder l'information, chacun notre rapport humain aux gens et aux interviews. Des interviews que David fait qui ne m'intéressent absolument pas, dans le sens où il a envie d'avoir certains invités et moi d'autres. Et parfois je lui dis voilà, je vais avoir lui le week-end prochain. Bon, il me regarde parfois en me disant ah bon. Bon voilà, c'est naturel, c'est plutôt sain. On l'a vu dans le portrait de Laetitia Krupa, dans la presse, chez vos collègues, c'est très difficile de trouver des critiques, de vous trouver des défauts. Alors, j'ai cherché quand même, et j'ai trouvé une critique, faut remonter à novembre 2007. Ouais. Selon le Nouvel Observateur, Nicolas Sarkozy vous trouverait trop mou. Oui, alors j'ai vu ça, et en plus dans le Nouvel Obs, donc c'est quand même en général des infos qui sont confirmées, c'était pas issu d'un blog quelconque. Disons que ça m'a agacé, disons que je m'en fiche de plus en plus. Et je pense que ce qui se passe dans les journaux, ce qui se passe dans 13h15, les rendez-vous politiques qu'on a,
je pense pas faire preuve d'un état de lassitude absolue. Mais voilà, ou de mollesse. Mais voilà, chacun a son point de vue et son interprétation. Voilà, c'est peut-être l'avis plus du Nouvel Obs que de Nicolas Sarkozy. Vous en avez parlé avec lui ? Jamais. Jamais ? Non. Les choses qui changent à TF1, le JT de Laurence Ferrari, les audiences déçoivent. Comment vous l'analysez ? Par le départ de Patrick Poivre d'Arvor. Uniquement par le départ de Patrick Poivre d'Arvor. Il y a un moment donné... Que vous regrettez ? Que moi je regrette ? Oui. Puisque c'est un élément d'explication. C'est un élément d'explication important quand même. Il y a quelqu'un qui vient faire qui a incarné ce journal. Patrick Poivre d'Arvor, moi j'ai toujours dit que c'était le François Mitterrand du journalisme. C'est-à-dire que sa vie c'est un roman. C'est un roman. C'est fait de rebondissements. C'est assez extraordinaire sa vie. C'est-à-dire que c'est vraiment. Il a incarné ce journal. Il fait partie de la famille. Et du jour au lendemain, en plus ça s'est pas bien passé. Donc les gens en ont conscience. Donc quand il se passe quelque chose de mal dans la famille, on a toujours tendance à défendre celui qui donne en tout cas l'impression d'avoir été blâmé ou sanctionné. Donc je pense que il y a une réaction du public qui à un moment donné se dit mince, il est plus là, quoi. Il est plus au bout de notre table quand on dîne le soir. Et c'était une référence, une aiguillon pour la famille. Et je pense que les Français sont en la matière extrêmement conservateurs. Merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions sur ce plateau. À suivre après la pub et le zapping de la semaine, Critique TV sur le grill cette semaine, le feuilleton qui fait peur aux 20h. Plus belle la vie, c'est le carton chaque soir sur France 3. L'actu média à l'étranger, vu par Christophe Beaugrand, c'est le Média Planète avec cette semaine la dernière gaffe de Silvio Berlusconi qui a fait le tour du monde. Et une émission très borderline aux Pays-Bas, la pauvreté vécue par les people. Vous retrouverez aussi notre envoyé très spécial, notre cahier de tendance, et puis dans un instant notre invitée, la ministre de la Culture et de la Communication, Christine Albanel. La télé publique sans pub, on y est presque. Elle est avec nous dans un instant sur ce plateau. À tout de suite. Deuxième partie de Plus clair. Dans un instant, la ministre de la Culture et de la Communication, Christine Albanel, mais tout de suite, comme promis, le zapping. Qui passe régulièrement devant le JT de France 2? Qui fait de l'ombre à celui de TF1? Qui fait des jaloux tous les soirs dès 20h20? Plus belle la vie. 6 millions de téléspectateurs quotidiens sur France 3. C'est ce phénomène qu'ont choisi nos experts médias. Critique TV, c'est parti. Attention, ça peut faire mal. Un soap parlant de la vie quotidienne d'un quartier de Marseille et qui réunit tous les soirs plus de 6 millions de téléspectateurs. Plus belle la vie n'a plus rien à voir avec le projet du début. Pourquoi exactement? Parce qu'au bout de 3 mois, ça ne fonctionnait plus. Donc on a fait appel à des auteurs australiens qui ont rebâti la série sur du soap avec des grands sentiments. Je crierai jusqu'à ce que le papier pince décolle. Des drames. C'est dur de la voir souffrir. Des trahisons, des meurtres, etc. L'idée, c'est de faire de ce quartier une sorte de lieu où se concentre la vie de gens très différents, où finalement toutes les classes moyennes se retrouvent. Un flic, Capitaine Castelli, un patron de bar, je regarde surtout la page des sports sur la Dépêche marseillaise. Une serveuse, un instituteur, un étudiant. C'est qui Nietzsche? En ce moment, ce qui excite la série, c'est un marabout qui jette des sorts sur la cannebière. Si vous continuez, je jetterai ma malédiction sur vous. C'est quand même pas très bien joué. Et ça va mieux vous deux alors? Ouais, on s'est beaucoup parlé au téléphone et je pense qu'un peu de distance nous a fait du bien. C'est tourné trop vite, c'est réalisé assez platement, dans des décors de carton-pâte, et malgré tout ça marche. La série est pas du tout juste une romance ou un polar ou je ne sais quoi, c'est aussi une série ancrée dans son présent, dans son actualité, dans la société française. Oh, sûrement un type qui a trop arrosé le 11 novembre. Arrête, on a enterré le dernier poilu. Y a plus personne qui arrose le 11 novembre. On peut parler d'homoparentalité, on peut parler de la drogue chez les jeunes, on peut aussi parler à 20h20 du cancer du col de l'utérus, avec un vrai côté pédago, et ça les Français aiment. Vous avez votre carte vitale? Oui. Le coup de génie, c'est l'horaire. 20h20, mais c'est parfait. La ménagère est en train de ranger sa vaisselle dans la vaisselle pour les foyers équipés. Ça, c'est pas faux. Monsieur a pu regarder ses 10 à 15 premières minutes du JT, il est informé. C'est même très pertinent. 20h20, c'est l'horaire idéal. Vous faites dans la tentative de meurtre maintenant? De quoi vous parlez? Vous avez tenté de nous écraser hier soir, m'accompagnez-moi. Je vous conseille de quitter Marseille. Je veux bien.
Mais il faudra payer. Ce sont des intrigues tournantes avec des héros, personnages principaux ou récurrents qui sont pas toujours les mêmes. Ils ont une visibilité de scénario de 15 jours. C'est aussi une garantie anti-grosse tête. 15 jours plus tard, ils peuvent mourir, passer sous une roue, être tués par un serial killer. Et tu te retrouves sans boulot jusqu'au mois d'avril de l'année suivante. C'est flippant. Les journées de tournage, faut pas se leurrer, c'est plus belle la vie, c'est pour les téléspectateurs. Sur place, c'est quand même du boulot. Le succès pour France 3 est phénoménal puisque c'est 6,2 millions de téléspectateurs depuis début novembre, soit 23,3% de part d'audience. Ça a augmenté quasiment de 3 points depuis un an. C'est 900 000 téléspectateurs de plus. J'ai juste envie de te serrer dans mes bras. La deuxième région qui regarde le plus Plus belle la vie, c'est le Nord. C'est les ch'tis qui regardent Marseille. Insubmersible. Toc, mais top. Plus belle la vie, plus moche la télé. Vous avez bien réfléchi. Pas de regrets. Thank you. Voilà, Critique TV, c'est réalisé par Jean-Thomas Roux. Plus belle la vie devrait être avancée à 20h10 à partir de janvier prochain. Et ailleurs, eh bien, aux Pays-Bas, une émission, comment dire, trash. Son titre, Être pauvre, mais pas pour longtemps. C'est le dernier concept des producteurs de télé-réalité, mettre des people dans la peau de RMistes. C'est dans Mediaplanète avec Christophe Beaugrand, un rendez-vous préparé par Adrien Roard. Bienvenue dans Mediaplanète, toute l'actu internationale des médias en moins de 5 minutes, une chronique pleine de rebondissements. Mais oui, mademoiselle. Allez, au programme aujourd'hui, polémique autour de l'hologramme de CNN dont on parle depuis 10 jours. Et si c'était de l'intox ? Silvio Berlusconi était la star de la semaine dans les journaux après ses déclarations très limites sur Barack Obama. Ce sera notre revue de presse. Comment traiter de la pauvreté à la télévision ? La Hollande a trouvé une solution plutôt trash. Faire vivre à une star une vie de RMiste pendant 1 mois. Et puis autre télé-réalité, des bimbos stars du porno qui ambitionnent de devenir des chefs d'entreprise. C'est possible et ça se passe à Los Angeles. Mais d'abord une question, Barack Obama serait-il devenu un homme sandwich ? Toutes les marques mises en effet sur lui pour se faire de la pub. Il y a la marque de thé préférée d'Obama, les chocolats qu'adore Michelle, les jolies robes aussi de Michelle bien sûr. Et puis il y a aussi ça qui fait exploser les ventes. Nicorette, you want one? Here, try one out. Et ce genre de déclaration, c'est une aubaine pour les publicitaires. Roxane Frias, bonjour. Bonjour Christophe. Alors, vous êtes journaliste spécialiste de la vie politique américaine et vous nous confirmez qu'aujourd'hui, Barack Obama fait vendre Keith Reinhardt, qui est le PDG de DDB, qui est une grande agence à New York, il a dit que Barack Obama, c'est tout ce qu'on peut imaginer, tout ce qu'on peut désirer d'une marque. New, different and attractive. Nouveau, différent et attirant. Et moi, j'aimerais bien ajouter authentique. Donc, je pense que c'est ça le rapport à la publicité. Et preuve que tout ce que touche Barack devient de l'or, ce jeu vidéo sur Internet cette semaine qui cartonne, une sorte de Mario Bros version Obama. Son but, c'est de collecter tout plein de petits drapeaux en évitant les méchants cochons à rouge à lèvres qui se dressent sur son passage. Il est à la une dans le monde entier, mais il s'en serait sûrement passé. Silvio Berlusconi, après ses déclarations sur Barack Obama, on réécoute pour se rafraîchir la mémoire. È giovane, è bello e anche abbronzato e quindi penso che si possa sviluppare una buona collaborazione. Dans le monde entier, c'est le tollé jusqu'à l'Elysée. Carla Bruni déclare même « Je suis contente de ne plus être italienne ». Crainte d'incidents diplomatiques pour la presse italienne, allemande et même indienne où l'on dit que Carla Bruni pourrait bien provoquer une crise politique en Europe. Et Carla n'est pas la seule à avoir réagi aux propos de Silvio Berlusconi. Regardez ces Italiens qui se sont mis en scène sur Internet pour présenter leurs excuses. Leur message au nouveau président américain « Désolé, je suis italien, mais Berlusconi ne parle pas en mon nom ». Elle s'appelle Kazay, Véronica, Sunny ou encore Brooke. Salut les filles. Shut the cameras off for a second, please. Ces 4 magnifiques créatures sont des stars de films pour adultes et accessoirement les héroïnes d'une télé-réalité lancée par la Fox, My Bear Lady, ma femme nue, open for business, prête à faire des affaires. Le principe est tout simple, elles doivent montrer qu'elles ne sont pas qu'une paire de seins et une bouche siliconée, mais qu'elles sont aussi capables de devenir de vraies femmes d'affaires. So, I want to start you off with your first set of reading material. Thank you. This is your introduction to business. Enjoy this house, have a good night, because tomorrow we are open for business. Mais oui, c'est aussi ça l'Amérique, et ça fait rêver. C'est une des nouveautés de la semaine, une émission surprenante qui nous vient des Pays-Bas. Effe geen centen mekken, littéralement pauvre pour un petit moment.
De zon schijnt voor iedereen. L'idée, c'est de prendre la famille d'une célébrité hollandaise qui vit dans une maison luxueuse avec piscine et de la plonger du jour au lendemain dans le quotidien d'une famille de RMistes. Alors on les voit faire le ménage, visiblement ils n'avaient pas l'habitude, vivre dans un petit appartement, faire les courses au supermarché, bref des trucs incroyables. Alors nous sommes allés voir un journaliste qui a travaillé sur ces problématiques de précarité, Jacques Cotta. Ça vous inspire quoi cette émission ? La première remarque, c'est un cynisme incroyable de la part des gens qui s'y prêtent. Parce que la pauvreté, c'est une réalité connue par des millions d'individus, eux, une semaine. Ça doit leur sembler amusant, drôle, dépaysant. La deuxième chose, c'est un cynisme incroyable de la part des producteurs de télé et des chaînes qui font ça. Parce que derrière les bons sentiments, ce sont les contrats publicitaires, c'est de l'argent et la pauvreté continue. Et le producteur se défend, pour lui c'est une manière de sensibiliser les téléspectateurs aux questions de pauvreté. Mais sachez que ce n'est pas la première fois que la télé hollandaise adopte la manière forte pour traiter de questions délicates. Souvenez-vous de ce show où l'animateur essayait toutes les drogues possibles pour montrer à quel point c'est nocif. Et pour finir, nous allons briser un rêve, désolé. Vous avez tous cru à l'hologramme de CNN ? Mais si, souvenez-vous, c'était pendant la soirée de l'élection américaine. I know you're in Chicago, but we've done something, a hologram. We beamed you in. We beamed you in here into the CNN Election Center. Le problème, c'est que le présentateur, il a fait croire qu'il la voyait, sa journaliste, alors qu'en fait, pas du tout. Il parlait dans le vide. Seuls les téléspectateurs ont vu cette image 3D à l'écran. CNN a même été obligé de publier un communiqué. La chaîne a montré en plateau les secrets de leur nouveau système. There were about 40 of these cameras in a semicircle in the green room. And the cameras had to calculate out the right perspective. It was really complicated technologically. Bon, alors à ce rythme-là, nous aussi, on peut faire des trucages dingues. Hein, Christophe ? Oh, allez, arrête de frimer. Oh, ça va, hein. Allez, à la semaine prochaine, dans Média Planète. La télévision publique, selon Nicolas Sarkozy, on y est. Le projet de loi sur la réforme de l'audiovisuel public est maintenant dans les mains des députés. Au menu, suppression de la pub, désignation du patron de France Télévisions par le président de la République. À l'Assemblée, l'opposition est vive. Chez les salariés, on se mobilise déjà. Pas facile pour celle qui porte cette réforme. Christine Albanel, la ministre de la Culture et de la Communication, est aujourd'hui notre invitée. Madame la ministre, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau de Plus Clair. On va bien sûr parler des programmes, mais parlons de ce qui fait polémique. Les patrons de France Télévisions et de Radio France seront nommés non plus par le CSA, comme c'était le cas, mais par le président de la République. Était-ce bien utile ? Moi, je pense qu'il y a une logique. C'est l'actionnaire, c'est l'État qui, au fond, exprime des attentes, qui fixe des objectifs et qui prend toutes ses responsabilités. D'abord, il faut préciser que le projet de loi ne met pas fin au mandat des présidents en cours. Et ça, pour l'instant. C'est important de le dire. Ça veut dire que chaque président continue son mandat, que le président de France Télévisions va être amené à porter justement cette réforme. Patrick de Carolis, bien sûr. Et après, au fond, ça veut dire que ça fait partie des postes qui sont concernés par la réforme constitutionnelle. Et l'idée étant qu'en effet, l'État nomme, mais avec l'avis des commissions compétentes du Sénat et de l'Assemblée nationale et un avis conforme du CSA qui vote à bulletin secret. On est sûr qu'il y aura, ça sera abondamment commenté. Mais cette nomination directe, c'est tout de même un retour à ce qui se passait dans les années 70 du temps de l'ORTF. Moi, je pense qu'il ne s'agit pas d'un recul. Je crois que c'est pas un recul. Je crois que c'est une prise de responsabilité avec, comme je le disais, des contrôles, des verrous, la possibilité peut-être aussi d'aller chercher, le jour venu, des personnalités qui n'auraient pas été candidates dans l'ancien système. Oui, mais par simple décret, le président pourra aussi révoquer patron de France Télévisions avant la fin de son mandat de 5 ans. Quel est le but ? Là-dessus, il faut préciser que c'est un décret qui doit être motivé, c'est-à-dire il faut dire pourquoi véritablement. Il faut avoir évidemment des solides raisons. Il faut là encore que le CSA se prononce, vote à bulletin secret, rende une décision également motivée et que ça repasse encore par le Sénat et par l'Assemblée nationale. C'est dire qu'on n'est pas à la veille de faire une révocation facilement. Il faut des raisons véritablement très solides. Il ne s'agit pas de renvoyer un président de télévision publique qui ne serait pas aux ordres du président de la République. Il ne s'agit absolument pas cela, absolument pas. L'autre grand sujet d'inquiétude, c'est le financement de ce futur service public. Une partie des salariés de France Télévisions se mobilisent déjà. Les syndicats envisagent même des grèves pour le 25 novembre. C'est le jour de la discussion du texte à l'Assemblée nationale. Cette semaine, ils ont investi le hall de France Télévisions et Raphaël Bayot, notre envoyé très spécial, s'est évidemment rendu sur place.
L'envoyé très spécial est attendu d'urgence. À France Télévisions, mercredi, c'était chaud dans le foyer juste à côté du Grand Hall. L'intersyndicale organisait une assemblée générale, ambiance, discours au mégaphone pour motiver les troupes avant une grande manif prévue le 25 novembre. Il faut être très mobilisé ce jour-là parce qu'il faut avoir conscience que c'est sans doute une des dernières fois où on va pouvoir se faire entendre. Et pourquoi une manif le 25 novembre ? Eh bien parce que ce jour-là, les députés se saisissent de la loi de réforme de France Télévisions. Et ce qui inquiète surtout les salariés, c'est bien sûr les conséquences pour l'emploi. Oui, c'est pas des inquiétudes là, il y a le feu au lac là. Hein. Même Vous gardez le sourire, c'est bien. Non, mais même s'il n'y a pas 10 000 personnes, on est 11 000 salariés dans le groupe, parce qu'il y a des gens qui sont pas là, parce que c'est la veille, c'est le lendemain du 11 novembre, et puis parce que tout le monde n'est pas toujours là. Il y a des gens qui travaillent aussi. Il y a des gens qui bossent. Moi-même, je travaille en ce moment. Mais bon, j'ai un trou, donc je me suis arrangé pour venir. Mais tout le monde se pose énormément de questions, bien sûr. Beaucoup de questions, car pour faire des économies, la direction de France Télévisions réfléchit à ouvrir un plan de départ anticipé à la retraite, et ça fait 900 postes en moins d'ici à 2012. C'est le nombre potentiel d'emplois qui pourrait être libéré par des départs à la retraite de gens qui auront 60 ans d'ici 2012 et qui auront leurs annuités. C'est pas des licenciements, c'est des départs volontaires, enfin à la retraite en tout cas. Oui, c'est des départs, c'est dans un cadre de départ volontaire. En fait, le problème, c'est que c'est un plan social qui dit pas son nom. Au bout du compte, ça sera autant d'emplois quand même en moins. Et puis il y a autre chose que je vous ai pas encore dit. Les syndicats, ils sont carrément furax de ne pas pouvoir rencontrer Patrick de Carolis. Vous avez dit que vous pourriez être capable d'aller jusqu'à enfermer Patrick de Carolis dans son bureau pendant 2 jours. C'est une menace, c'est quoi ? Alors, mais écoutez, je crois que les relations se sont tendues depuis la rentrée de septembre avec le PDG de France Télévisions. Et effectivement, il y a eu des grèves dans ces sociétés où, par le mépris montré par les directions vis-à-vis des personnels, nous sommes allés jusqu'à les retenir pendant 48 heures. Enfermer le président ? Allez, n'exagérez pas Jean-François. Patrick de Carolis a juré via un mail aux salariés qu'il n'y aurait pas de plan social. Ah, Patrick de Carolis, on a des bons souvenirs tous les deux à Arles. Tout va bien, regardez, on est dans un lieu magnifique. Mais mercredi, son service de presse m'avait prévenu. Impossible de le voir et idem pour Damien Cuillère, le directeur général chargé des ressources humaines. Mais je la voulais, mon explication de la direction à propos des emplois. Et du coup, je me suis faufilé ni vu ni connu au dernier étage de France Télé, celui des chefs. Bonjour madame, on vient voir Damien Cuillère. On n'a pas rendez-vous, mais il y a une AG qui vient d'avoir lieu en bas, donc je voudrais aussi avoir le point de vue de la direction des ressources humaines. Donc je voulais savoir si vous voulez bien me recevoir. Vous êtes madame, alors vous dites Bayot. Oui. J'explique que ce sera pas long. Oui, d'accord. Son assistante arrive. Merci. Et elle est venue, l'assistante en question, mais elle ne voulait pas être filmée. Et un quart d'heure plus tard, c'est pas elle qui est revenue. On va si vous voulez. Quoi ? Allez. On peut pas voir Monsieur Cuillère ? Il faut demander un rendez-vous. Il a fallu demander un rendez-vous à l'hôtesse et nous on vous aurait accompagné. Pas monter comme ça. On va pas comme ça, on monte pas dans les bâtiments. D'accord. D'abord, on se à l'accueil. Vous avez été invité par l'AG, on vous assied à votre travail. Après, si vous voulez voir Monsieur Cuillère, vous allez à l'accueil, vous demandez d'être reçu par Monsieur Cuillère, on vous aurait laissé venir. Mais là, ça veut dire que je dois... L'info de sang en bas. Et c'est là qu'on m'a ramené jusque dans la rue, gentiment mais fermement. Au moins, j'aurais tout essayé. Allez, à la semaine prochaine. Voilà, appel à la grève pour le 25 novembre. Est-ce que vous comprenez l'inquiétude, voire même la panique, on l'a entendu, des salariés de France Télévisions ? Vous savez, c'est une réforme très importante, je le disais. Il est forcé qu'il y ait des interrogations. En même temps, je pense très sincèrement que dans la période de crise que l'on vit, avec la situation des marchés publicitaires, que toutes les chaînes vivent, mais aussi la presse, mais aussi les radios et tout le monde, avoir des financements garantis de l'État, des financements qui vont être assis sur des taxes, notamment sur tout le secteur des télécoms, sur un secteur qui est quand même très dynamique. C'est une vraie garantie. On l'a entendu, France Télévisions tape sur le départ volontaire pour l'instant à la retraite de 900 salariés. Ça s'est calculé sur 4 ans. Est-ce que c'est un plan social qui ne dit pas son nom ? Non, c'est pas un plan social. Ce sont les dirigeants de France Télévisions qui vont porter une réforme. Cette réforme va comporter justement la création de sociétés uniques. Il y aura effectivement des grandes unités de programme. Actuellement, il y a déjà une unité de programme jeunesse et il pourrait y avoir d'autres grandes unités de programme tout en gardant l'identité des chaînes parce que ça, c'est quelque chose d'important. C'est à eux, après, de porter cette réforme et de prendre les décisions. Je crois que c'est aussi un des objectifs de la réforme. Les programmes culturels, en tout cas, depuis la rentrée, on peut pas dire qu'ils ont rassemblé. Je pense à Christophe Ondelat qui ne marche pas, à Daniel Picouli, c'est encore pire. Il faut un peu il faut peut-être du temps, mais il y a aussi des sujets
succès. Il y a eu des émissions scientifiques qui ont eu effectivement du succès. Moi, je crois qu'il y a eu des grandes soirées. Je pensais justement à cette soirée Anne Frank qui a été aussi un succès. Vous dites, c'est sûr, nous sommes tous nostalgiques de Bernard Pivot. La culture, c'est une affaire de passeurs. Certains ont ce don. Est-ce que ça veut dire que Daniel Picouli et Christophe Ondelat n'ont pas ce don? Je crois qu'il faut aussi trouver les passeurs d'aujourd'hui. Je crois qu'il faut aussi réinventer. L'intérêt, c'est de donner les moyens, précisément en sortant d'une logique d'audience demi-heure par demi-heure, et donc une logique très publicitaire justement, de laisser du temps, d'innover, de jouer la carte de nouvelle fiction, de jouer la carte de documentaire, d'avoir plus de films, plus de création audiovisuelle, car il y a aussi un cahier des charges et des obligations très précises. Vous dites qu'il faut laisser du temps, mais vous donnez aussi votre avis sur les programmes. Vous avez critiqué plusieurs fois l'émission de Julien Courbet, Service Maximum. Il a été en tout cas très blessé par vos propos. Écoutez, je voulais vraiment pas blesser Julien Courbet. J'ai simplement répondu une fois à une question qui m'a été posée sur les nouveaux programmes. J'ai le droit d'avoir une opinion qui n'est qu'une opinion. Sauf que vous êtes la ministre de la Culture et de la Communication. Ni une consigne, ni rien du tout. Je veux dire, on m'avait interrogé sur différents programmes. Vous êtes la ministre en charge de la télévision publique. J'ai aussi le droit d'exprimer une opinion à un moment donné. Bon, vous ne voulez pas sa tête. Je ne veux certainement pas polémiquer. Mais on a compris que son émission ne vous convenait pas. Il a la pression. Écoutez ce qu'il disait sur le plateau de Jean-Marc Morandini, c'était sur Direct 8. C'est tous les 3 jours maintenant qu'il y a une déclaration sur moi. Elle trouve Picouli extraordinaire, il est à 5%, mais c'est pas grave. Elle trouve Ondelat extraordinaire, il est à 7%, mais c'est pas grave. Moi, je suis à 11, je fais une émission de consommation, et tous les 2 jours, je lis de sa part qu'il y a un problème avec moi. On ne peut pas empêcher quelqu'un de donner son avis à tout bout de champ sur la télévision. Qu'on soit ministre ou pas. Je ne lui en veux pas de donner son avis. A-t-elle donné son avis sur l'émission d'Alexia Laroche-Joubert? Mais non, mais a-t-elle donné à 18h? Non, mais attendez, c'est l'accès, 18h sur France 2, ne dites pas qu'on s'en fout. Mais non, mais si. A-t-elle donné son avis là-dessus? Il y a moins d'1 million de gens qui regardent. A-t-elle donné son avis sur les amours? Avez-vous regardé Une surprise peut en cacher une autre, la nouvelle émission produite par Alexia Laroche-Joubert? Pas encore. Non, vous ne l'avez pas encore regardée. Donc vous n'avez pas d'avis sur cette émission? Non, mais écoutez, moi je ferais qu'on sorte de cette polémique absurde. J'ai donné mon avis à un moment donné. On m'a interrogé, j'ai répondu spontanément. Pour autant, c'est une émission qui continue. Donc je ne vois pas que ça ait changé grand-chose. Je crois que c'est de toute façon les dirigeants de France Télévisions qui font les programmes. Je n'ai aucune intention de faire les programmes à la place de qui que ce soit. Par contre, on peut exprimer un effet, des attentes, des orientations, tout en gardant souplesse et réactivité pour les dirigeants de la chaîne. D'autres animateurs que Julien Courbet s'en sont émus. Écoutez, Michel Drucker, il était notre invité la semaine dernière, il est sorti de sa réserve habituelle. Je trouve que Madame Almanel, ministre de la Culture, sort de son devoir de réserve. C'est pas son rôle. Elle a plusieurs fois publiquement douté du concept de l'émission. C'est douloureux. Julien, il est comme tout le monde, c'est un être sensible, c'est un artiste, il est blessé par ça. Il a beaucoup de courage d'y aller tous les jours. Pourquoi la ministre de la Culture? Pourquoi le porte-parole de l'UMP? Pourquoi les hommes politiques parce que les petites phrases, parce qu'ils peuvent pas s'empêcher, parce que c'est une génération qui aime bien parler, parce que c'est les effets de manche, parce qu'il faut dire des choses. J'en suis sûr que M. Lefebvre ou Mme Almanel savent très bien au fond d'eux-mêmes que le service public est dans sa mission, même s'il peut faire mieux, et que Courbet est un bon pro. Ouais. Écoutez, moi, si on peut dire tout ce qu'on veut sur moi, mais on peut pas dire que je sois tout le temps dans les effets de manche, les déclarations et la supercom. On peut vraiment pas dire ça. Je pense que je fais le job. Je crois que je suis en train de porter une réforme. Je le fais, je crois, du mieux que je peux. Je pense que c'est une réforme qui va être une belle réforme. Je crois que les gens seront heureux d'avoir des programmes intéressants plus tôt dans la soirée et d'avoir d'ailleurs une deuxième partie de programme plus tôt également. J'estime que j'avais été interrogée. J'ai répondu. Je comprends très bien ce que dit Michel Drucker. Je trouve que c'est vraiment la polémique qui n'a pas lieu d'être. Le souci, l'inquiétude de Michel Drucker, c'est pas vos déclarations précisément, c'est le risque de déstabiliser un groupe. En plus, je signale que je suis... Avec des déclarations incessantes, par exemple, de Frédéric Lefebvre, le porte-parole de l'UMP. Les parlementaires s'expriment comme ils veulent. En ce qui me concerne, je n'ai cessé depuis le début de conforter justement France Télévisions. J'ai toujours souligné qu'il y avait eu un virage éditorial pris maintenant il y a 2 ou 3 ans et qu'il fallait au contraire le poursuivre et aller jusqu'au bout d'une logique. Mais à aucun moment je n'ai vraiment déstabilisé les dirigeants de France Télévisions. Tout au contraire, ils le savent. Et vous ne demandez pas à Frédéric Lefebvre, le porte-parole de l'UMP, de cesser ses remarques incessantes. Chacun a le droit de s'exprimer. Frédéric Lefebvre, bien sûr, le droit de s'exprimer. Et avec tout ça, il paraît que depuis des mois, vous n'avez pas pu voir votre feuilleton préféré, Plus belle la vie. C'est vrai que je perds le fil de Plus belle la vie. Attention, en janvier, ce sera à 20h10. Il faudra... Peut-être quand même un peu plus tard que ça.
Merci, Madame la Ministre, d'être venue répondre à nos questions sur le plateau de Plus Clair. Merci beaucoup. Ce qui est in, ce qui est out à la télévision cette semaine, c'est dans le cahier de tendance de Mathieu Drouin. On commence ce 11e cahier de tendance avec des chiffres qu'on nous a servis cette semaine. En veux-tu, en voilà. 10, 6, 9 à Lille, 6 à Brest, 537, 888. Patrice Laffont a bien essayé de surfer sur la tendance, pas très convaincu. Pour sa 4e édition de cette nouvelle saison. Il en a même perdu son orthographe. Chou, dans tous les sens du terme, C-H-U-D ou C-S-H-O-W in English. Il aurait peut-être dû s'inspirer de Laurent Ruquier au top pour annoncer le numéro de son émission. Du 83e numéro, n'en est pas couché. Ou encore Victor Robert, fier de nous présenter son 93e numéro de l'effet papillon. Saison 3, s'il vous plaît. Serge Moatier restant le maître en la matière avec un magistral. Série poste numéro 346 déjà. Alors les autres, on s'y met pour la prochaine. Ce sera la 577e de égale M6, la 12e de vendredi 6 samedi. Et pour question pour un champion. J'étais en train de penser à vous. Ah ouais, non, là on a peut-être un peu abusé. Avant-hier soir, c'était la grande finale d'Incroyable Talent sur M6. Et c'est vrai qu'ils étaient fortiches, nos finalistes. Le truc, c'est que nous, à Plus Clair, des talents incroyables, on en a repéré d'autres à la télé cette semaine. Et d'un tout autre niveau. Comme Laurent Mariotte dans Petit plat en équilibre sur TF1. Un panier, aujourd'hui je vous emmène dans les bois à la chasse aux champignons. Et il ne fait pas que les chasser, les champignons, il les hypnotise aussi. Et en plus, ça marche. Côté femme, autre incroyable talent, Isabelle Martinet. Madame, monsieur, bonsoir. Alors non seulement elle se trompe jamais sur ses prévisions, mais en plus, elle est la seule au monde à savoir marcher sur l'eau sans couler. À la Jésus. Là, pour le coup, on peut parler d'incroyable talent. Allez, suivant. Le out de la semaine, il est pour toutes ces blagues un peu lourdingues qu'on a entendues ces derniers jours à la télé. Parce que là, c'était festival, notamment Laurent Ruquier. Les États-Unis ne sont pas en avance sur nous avec un président noir. Après tout, nous, on a déjà un beurre président. Bon, bah celle-là, on va pas la garder pour le spectacle. Et le pire, c'est que ça a déteint sur la jeune génération, comme Cyril Ferraud. La Défense ou du parc de Sceaux. On va peut-être sauter de joie là-bas. Ah ouais, sauter, excellent. Ma boule, très bien aussi. La palme revenant sans conteste au Mister Météo d'M6, Alex Good. Un ciel plutôt gris bouilli. Quelques neufs sur le plat, comme à Brest ou Rennes. Un neuf sur le plat. Pour leur fête, n'hésitez pas à offrir une jolie nappe au Léon. Très bien. Parce qu'il y aura encore quelques sushis sur le maquis. C'est dommage, ça aurait pu être un bon cet Alex Good. Allez, à la semaine prochaine. Voilà, Plus Clair, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver l'émission sur canalplus.fr. Rendez-vous même endroit, même heure, samedi prochain. C'est en clair et c'est à 12h45. Bon week-end, bye bye.